que voilà, l'événement du jour, c'est bien évidemment l'arrivée à Bamako du président du Niger, le général d'armée Abdraman Tchani, qui est déjà dans nos murs, et l'arrivée attendue également du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Les deux chefs d'État aux côtés du général d'armée Assimi Goïta prennent part demain ici dans la capitale malienne à la deuxième session du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Nous allons donc faire un petit rappel historique à l'heure où les trois pays membres entendent affirmer leur souveraineté et renforcer leur coopération. Nous revenons en image sur les origines de l'AES, inspirée de la charte du Liptako-Gourma, socle de la Confédération. Un éclairage à découvrir dans ce commentaire signé Garibou Pérou. Tout commence le 16 septembre 2023 au palais de Koulouba à Bamako. Un séjour marqué par une solennité presque tangible. Le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdraman Tchani posent un geste appelé à s'inscrire durablement dans les récits politiques du Sahel. Ils signent la charte de Liptako-Gourma. Par cette encre apposée au bas d'un document qui scelle une vision commune, naît officiellement l'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une alliance qui déjà porte les couleurs d'une ambition nouvelle. Composée de 17 articles, la charte établit un cadre robuste de défense collective et d'assistance mutuelle. Elle engage les trois nations à lutter d'une seule voix contre le terrorisme, la criminalité transnationale et toute menace susceptible d'ébranler l'intégrité territoriale ou la souveraineté de l'un de ses membres. À travers ces lignes se dessine la conviction que l'unité est la condition première de la survie, mais aussi celle d'une renaissance politique et sécuritaire. Si la charte érige les dialogues, la diplomatie et les voies pacifiques en instruments privilégiés de résolution des crises, elle ne soustrait pas la réalité du terrain. Lorsque les circonstances l'exigent, elle prévoit la possibilité d'une riposte militaire concertée visant à restaurer la paix et la stabilité dans un espace commun. Son principe cardinal est sans ambiguïté. Toute agression contre un État membre est considérée comme une attaque dirigée contre l'ensemble de l'Alliance. Ces principes entraînent pour chacun l'obligation d'apporter une assistance immédiate, individuelle ou collective à l'État menacé. Le Mali, désigné conservateur de la charte, se voit ainsi confier un rôle pivot, véritable gardien de la mémoire juridique et politique de ces pactes naissants. Quelques mois plus tard, un nouveau tournant vient redessiner le paysage politique régional. Dans un mouvement concerté, les trois États annoncent leur retrait de la CEDEAO. Ils dénoncent un manque d'accompagnement face à l'ampleur des défis sécuritaires ainsi que des sanctions jugées illégitimes et contraires aux idéaux fondateurs de l'organisation. Cette rupture lourde de symboles traduit une volonté d'émancipation assumée et l'affirmation d'une souveraineté retrouvée. Elle marque au-delà d'un départ l'ouverture d'un nouveau chapitre. Le 6 juin 2024, Niamey devient l'épicentre du premier sommet de l'AES. La capitale nigérienne accueille les chefs d'État qui adoptent le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Le Mali en assure la première présidence tournante sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, confirmant son rôle central dans cette dynamique régionale. Je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Car l'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. L'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même
destin. Dès lors, la Confédération dépasse les cadres initiaux d'un simple pacte militaire. Elle se transforme en une véritable architecture politique, diplomatique et géostratégique, porteuse d'une vision partagée et déterminée. Une structure qui ambitionne non seulement de défendre, mais aussi de bâtir un avenir où le peuple d'Israël pourra enfin regarder l'horizon sans y voir l'ombre des menaces, mais la promesse d'un destin commun. Voilà donc, nous venons de suivre ensemble ce reportage signé Garibou au Pérou, et Brahima Sidibé nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Monsieur Sidibé. Bonjour. Alors vous êtes analyste politique. Alors qu'est-ce que vous pensez déjà de ce parcours de l'AES, de la charte du Liptako Gourmand en son temps à la Confédération aujourd'hui et à la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération? Merci pour cette question. Alors, je me souviens qu'au lendemain du 16 septembre 2023, donc à la signature de la charte du Liptako Gourmand, j'avais rédigé un article intitulé « AES, une alliance de circonstances ou de convictions ». C'est la question que je m'étais posée dans cet article-là. Je crois que 2 ans après, on peut dire sans risque de se tromper qu'il s'agit d'une alliance de convictions. Vous avez maintenant la réponse à ma question. J'ai la réponse à ma question 2 ans plus tard, absolument. D'accord. Parce que, pourquoi je dis cela? Je crois que l'AES a quand même à son actif un certain nombre d'acquis qu'on peut citer, notamment la force unifiée. Parce que rappelons déjà que c'est une alliance qui est bâtie sur 3 piliers, donc les 3D comme on appelle désormais, défense, diplomatie, développement. Sur les volets défense, on a vu que la force unifiée a été mise en place. Aujourd'hui, les 3 forces armées des 3 États ont l'autorisation de circuler de part et d'autre à la recherche des forces du mal. Donc ça, c'est plutôt sans demander des autorisations de poursuite également. Sur les deuxièmes piliers, à savoir la diplomatie, on sait que aujourd'hui, les 3 États parlent d'une même voix. Déjà en septembre dernier, on a vu que sur le Mali, donc qui assure la présidence tournante de l'organisation, qui a porté la voix de l'AES à la tribune des Nations Unies. Autre chose qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, l'AES, c'est une réalité géopolitique. C'est-à-dire qu'en parlant des différentes organisations régionales, on ne peut pas ne pas parler de l'AES. Donc ça, c'est déjà une réalité géopolitique. Toujours sur le plan diplomatique, aujourd'hui, c'est 3 pays qui partagent un même passeport, ce qui a été mis en place de façon assez efficace. Maintenant, le 3e volet, donc le volet développement, on sait qu'on est en plein dedans parce qu'aujourd'hui, on va assister à l'inauguration de la Banque confédérale d'investissement. Ça, c'est aussi une réalité qui est désormais à l'actif de l'AES. Donc, pour faire un petit bilan et répondre justement à la question que je m'étais posée 2 ans plus tôt, je crois que la réponse, elle est là. Alors, première session du Collège des chefs d'État à Niamey en juillet 2026. Deuxième session aujourd'hui ici à Bamako. Qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement? Je crois que c'est la consolidation d'abord des acquis, comme on a eu tantôt à dire, et aussi de se projeter vers l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une feuille de route assez claire qui est là, qui a été instituée par la charte du Liptako Gourmand, mais aussi avec les traités portant création de l'AES le 6 juillet 2024 à Niamey. Alors, ce qu'on peut attendre justement, c'est l'inauguration de la banque dont on parlait. Aussi, ce qui est aussi convenu désormais d'appeler le peuple AES, c'est-à-dire que j'ai remarqué que dans l'allocution du général d'armée Assimi Goïta en Niamey en 2024 disait que quelques temps plus tard, on ne parlera plus de nos populations respectives, mais le peuple AES dans son ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, cela est aussi une réalité et les médias, pour le coup, jouent leur partition. Parce que nous qui sommes de l'étranger, on voit que lors des JT, à chaque fois, il y a une couverture médiatique qui couvre l'actualité des 3 États, ce qui donne justement le sentiment d'appartenir à un même espace qui fait écho d'ailleurs à la devise de l'AES. Que dire de ce contexte géopolitique avec cette adversité ambiante à laquelle fait face l'AES, avec ce terrorisme soutenu, comme le disait votre prédécesseur sur le plateau, soutenu par ses sponsors étrangers? Oui, alors moi je suis analyste des discours politiques, j'ai fait une thèse de doctorat en analyse des discours politiques. Ça, c'est un sujet qui me parle assez bien par rapport au narratif. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle l'idéologie, c'est une façon particulière de qualifier les choses. On a vu récemment que effectivement le Mali principalement a fait l'objet d'une cabale médiatique entretenue par plusieurs médias étrangers. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que
avec la tenue de cette deuxième session ici à Bamako, c'est la preuve éloquente que le Mali reste un pays fréquentable, que Bamako reste une ville fréquentable et que tous les narratifs qui avaient pu être véhiculés ça et là, je crois que ça met en mal. Et autre chose qu'on peut noter également, c'est que aujourd'hui à l'étranger, lorsque vous dites que vous êtes malien, nigérien, burkinabé, tout de suite on vous parle de l'AES. Donc ça fait que au-delà de ces trois pays, c'est aussi une alliance qui est assez suivie au-delà des trois pays, donc même à l'étranger. Donc je pense que en tout cas c'est une session qui vient à point nommé et qui permettra dans l'opinion publique nationale et internationale, c'est une alliance qui est suivie de près, c'est-à-dire que et qui a à son actif un certain nombre d'éléments, parce que ce qu'on reproche souvent à nos organisations, c'est d'être uniquement bâti sur les textes, mais que dans les réalités, il n'y a pas assez de choses qu'on peut. Je vais vous donner un exemple assez précis. Il vous souviendra que dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un drone malien a été abattu par l'Algérie. Et dans la foulée, les trois pays ont produit un communiqué conjoint. Un communiqué dans lequel non seulement ils condamnent cette attaque-là, mais aussi ils prennent des actions communes, c'est-à-dire la fermeture de l'espace aérien, tout ça. Donc je crois que c'est un certain nombre d'actions qui ont pu être acquis par l'AES et qui fait que c'est une organisation qui est assez crédible au sein de l'opinion publique. Alors, comment est-ce que selon vous les trois pays font pour tenir? En fait, qu'est-ce qui est déterminant aujourd'hui dans la résilience, on va dire, des trois pays de l'AES? Soit que les trois pays ont un destin commun, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes réalités sécuritaires, mais aussi désormais la même réalité économique, notamment avec cette banque confédérale. Et ce qui fait tenir, à mon avis, c'est surtout les soutiens populaires. Parce que quand vous discutez avec nos compatriotes ça et là, au début, beaucoup avaient douté. Donc c'est tout à fait normal lorsqu'une nouvelle alliance qui vient d'être créée. Et l'élément qui avait d'ailleurs fait douter beaucoup plus des mondes, à mon avis, c'était par rapport à la libre circulation des personnes et des biens. Alors, avec le recul, on se rend compte que cette libre circulation des personnes et des biens reste d'actualité, c'est-à-dire que les populations de l'AES ne sont pas soumises à des restrictions lorsqu'elles sont amenées à voyager dans l'espace ouest africain. Et donc, cet état de fait fait qu'aujourd'hui, il y a une confiance qui est là sur cette alliance-là, et c'est que la CEDEAO, justement, c'est l'absus que j'allais en venir, c'est que l'AES devrait faire, c'est d'éviter les erreurs qui ont été commises par la CEDEAO, c'est-à-dire que en restant une organisation de peuple et non une organisation qui est au service des chefs d'État. On va revenir donc avec nos invités sur ces deux projets qui sont censés être inaugurés aujourd'hui. La banque d'investissement, la banque pour l'investissement. Déjà, commençons par la banque. Chers invités, qu'est-ce qu'il faut en attendre concrètement? On va commencer par M. Sangaré, ensuite M. Tchambel. Allez-y. M. Sidibé, oui. M. Sidibé, excusez-moi. Oui. Alors, là. Oui, effectivement. Oui, alors ce qu'on peut attendre de cette banque-là, c'est qu'on sait que, bon, les développements, c'est aussi un des piliers de l'AES. Alors, la banque d'investissement permettra justement de financer des projets dans cet espace AES-là. Et aujourd'hui, on sait aussi que la position souverainiste entreprise par les États du Sahel fait de telle sorte que on sait que bon, les institutions de Bretton Woods, comme on les appelle, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale, tout ça, ne vont pas les faciliter la tâche. Donc, le fait de s'approprier une banque au niveau confédéral ne fait que renforcer davantage cette position souverainiste et aussi d'être d'une certaine manière assez autonome en termes de vis-à-vis de ces institutions-là. Et aujourd'hui, les populations dans l'ensemble de ces trois pays attendent quand même beaucoup de cette banque-là, et qui fait que au-delà des aspects diplomatie et sécuritaire, parce qu'on sait que s'il y a un développement économique, ça va forcément jouer de façon positive également sur les volets sécuritaires. Donc je pense que ce sont des trois piliers qui sont interdépendants, et le fait de développer cette banque-là ne fait que renforcer cette dynamique. Pourquoi est-ce que le développement économique va jouer sur le volet sécuritaire? On a plutôt l'impression que c'est la sécurité qui joue sur l'économie. Bon, vous savez, souvent c'est un peu comme l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'on a un peu du mal à déterminer, mais à mon avis, parce que quand vous voyez souvent les motifs pour lesquels certains jeunes s'engagent dans des groupes armés, il y a aussi par manque de perspectives économiques, manque d'emploi, etc. Si vous avez des jeunes qui arrivent à mettre en place des projets qui sont financés, je pense qu'ils auront beaucoup moins envie d'aller se réunir dans des groupes armés, terroristes, tout ça. Donc, à mon avis, les deux peuvent se faire de façon simultanée, et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que autant on agit sur les volets défense, autant on agit également sur les volets développement. Oui, comme vous le dites,